Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube. Je veux revenir sur une histoire qui me choque énormément. J'en avais discuté avec Mathieu Bock-Côté, je crois que c'était mardi ou lundi. Alors, c'est ce qui se passe en France. C'est un énorme débat en France, mais c'est un débat qui dure depuis des années. Alors, la jeune Philippine, 19 ans, c'est une jeune femme qui a été agressée sexuellement, tuée et enterrée dans le bois de Boulogne. On a retrouvé son meurtrier. Et là, bon, le meurtrier, je vais vous raconter son histoire. C'est un Marocain qui est arrivé en France en juin 2019. Écoutez bien ça. En juin 2019, il avait 17 ans. Il est arrivé en France avec un visa de touriste. Alors, il devait retourner après ça, faire un petit peu son tourisme et tout ça pendant 2-3 mois et retourner dans son pays. À la fin de l'été 2019, je rappelle qu'il est arrivé en juin 2019, à la fin de l'été, c'est-à-dire 2 mois après, il a violé une femme. Il a été interpellé, arrêté le 15 septembre 2019. Il a été accusé de viol et condamné à 7 ans de prison. Mais il est sorti moins de 5 ans après son incarcération parce qu'il était mineur au moment des faits. C'est quand même un crime grave, là. Violer et assassiner une femme. Mais étant donné qu'il était mineur, donc il n'est pas sorti après 7 ans, il est sorti après moins de 5 ans. Et ce gars-là, qui n'était pas un citoyen français, qui n'était pas un immigrant reçu, qui était en France supposément pour faire du tourisme et tout ça, était tout de suite sous le coup d'une obligation à quitter le territoire français. OK? Il aurait dû être expulsé. Il sort de prison. Il aurait dû tout de suite être accompagné par des gardes qui l'amènent à l'aéroport, qui le crissent dans un avion et bonjour, bonsoir, retourne chez toi. Non, à sa sortie de prison en juin 2024, le suspect a été placé en centre de rétention avec une obligation de quitter le territoire, mais pour des raisons qui ne sont pas encore connues. Il a quitté le centre de rétention administrative le 4 septembre, alors que le Maroc n'avait toujours pas délivré de laissez-passer consulaire. Il a disparu dans la nature et là, il vient de tuer une femme. Et là, tout le monde se demande comment ça se fait ce gars-là qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire était encore en France. Il y en a 145 000, je vous l'ai dit, là, ça c'est en 2021. Il y avait 145 000 migrants en situation irrégulière en France qui étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Ces gens-là devaient être expulsés. La France est le pays en Europe qui a le plus de migrants qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais c'est le pays où on les expulse le moins. Une faible partie de ça. Et là, il y a tout un débat en disant qu'est-ce que ce gars-là faisait et est-ce qu'on filtre les gens qui rentrent sur le territoire? Et c'est pas la première fois. Il y avait eu une fille aussi qui s'appelait Lola, qui avait été tuée aussi, qui avait été agressée par une femme, une migrante aussi, qui faisait elle aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Et pourtant, on ne l'avait pas expulsée. Puis là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été expulsés, etc. Vous avez vu la courtière immobilière à Montréal qui a été agressé sexuellement. Le gars, il l'a étranglé, mais pas jusqu'à la mort. Il l'a volé, il l'a obligé à lui donner ses cartes bancaires, à révéler ses codes, etc. Elle avait 63 ans. C'était un immigrant qui était nouvellement arrivé au Québec. Là, vous allez dire, oui, mais il y a aussi des Québécois de souche qui violent, qui agressent et qui tuent leurs femmes. Vous avez tout à fait raison, là. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, filtrer les gens qui rentrent chez nous pour assurer la sécurité des gens? La question se pose. Et au Canada, c'est arrivé souvent, il y a eu des reportages, de nombreux reportages où on perd totalement... On ne sait plus où sont certains immigrants qui étaient censés être ici temporairement
soit qui arrivaient avec un visa d'étudiant, soit qui arrivaient avec un visa de travailleur temporaire ou alors de touriste et tout ça, et qui devaient retourner chez eux, puis ils sont disparus totalement dans la nature. On ne sait plus du tout où ils sont. On n'arrive pas à retracer où ils sont. On perd le fil. On ne suit pas, on ne fait pas suffisamment de surveillance et ça fait un énorme débat en France. Et en terminant, je veux vous parler de cette nouvelle du Devoir. Les handicapés doivent être privés d'aide à mourir selon une coalition d'organismes. Alors, vous savez que originalement, l'aide médicale à mourir, c'était accordé à des gens qui avaient soit une mort imminente ou soit dans les prochains mois. Là. Ils allaient mourir, il y avait des maladies dégénératives puis ils allaient mourir dans quelques mois et on leur permettait de mourir plus tôt et dans de meilleures conditions. C'était ça l'idée. Mais là, après ça, on a élargi l'aide médicale à mourir. Et là, on a dit, ben écoutez, il y a des gens, par exemple, des tétraplégiques, des gens qui ont sauté dans des piscines, ils n'ont pas vu qu'il n'y avait pas d'eau, par exemple, ou il n'y avait pas suffisamment d'eau. C'est arrivé. Et ces gens-là deviennent paralysés des bras et des jambes, et tout ce qu'ils peuvent bouger, c'est la tête. Ils passent leur vie dans un CHSLD, et ils sont hyper paralysés. Ils peuvent vivre 50 ans comme ça. Leur mort n'est pas imminente, sauf qu'ils souffrent terriblement. Et il y a des gens qui sont faits forts, puis qui sont capables quand même, malgré tout, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, je n'ai pas cette force de caractère, mais qui sont capables quand même de s'accrocher à la vie, même s'il y a seulement que leur tête qui peut bouger. Mais il y en a d'autres qui disent non, moi je peux pas, j'ai aucune qualité de vie. Et là, on a décidé de leur accorder l'aide médicale à mourir. Et là, il y a des organismes qui défendent les droits des handicapés qui disent non, on ne devrait pas leur accorder. Les organismes soutiennent que l'aide médicale à mourir ne devrait être offerte qu'aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Alors, parce que là, en vertu de la nouvelle loi, on pourrait leur donner... Et je sais pas, je trouve ça bizarre que ça soit des organismes qui défendent les droits des handicapés, parce que là, on dit on encourage finalement les handicapés à demander de l'aide médicale à mourir alors qu'ils pourraient s'accrocher à la vie, mais il n'y a personne qui les oblige, là. Il n'y a personne qui les oblige. Si tu es un handicapé quadraplégique et toi, tu veux continuer à vivre... Il n'y a personne qui va dire il faut que tu aies l'aide médicale à mourir, mais il y a des gens quand même, il faut les entendre, leur souffrance psychologique, une souffrance morale, puis qui disent moi, je ne suis pas capable de passer à travers. Et il me semble qu'il faut leur permettre justement d'en finir de façon douce. Et eux autres disent non. C'est quoi? Il faut qu'ils souffrent jusqu'au bout, il faut qu'ils restent 40 ans comme ça, 50 ans comme ça. Il y a un côté judéo-chrétien là-dedans où on trouve notre salut dans la souffrance. Et plus tu souffres, plus tu t'approches du ciel, plus tu t'approches de Dieu. Je sais pas. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et on devrait, me semble, permettre à ces handicapés-là de décider eux-mêmes quoi faire avec leur corps, avec leur vie.